Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. De Montargis à Paris. 1. De l'insouciance à l'engagement. L'enfance à Montargis. La première chose dont je me souviens, c'est à 8 ans d'avoir été mordu à l'épaule par mon jeune frère en traversant la place de la République. Il devait avoir 4 ans puisque nous avons 4 ans d'écart. La place de la République était un lieu extrêmement convivial, pour les enfants tout au moins, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de bagnole. Elle était ceinte de tilleuls, assez moches d'ailleurs, et en son centre s'élevait une statue de Gaillardin qui, comme son nom l'indique, était un robuste sologneau, qui avait repoussé les Anglais de Montargis aux environs de l'année 1429. Cette statue a une certaine importance car je suis photographié devant avec mon frère en tenue d'écolier avec un cartable chacun, et des blouses en satinette noire. Cette satinette servait à la fois pour les corsages des grands-mères et pour les tabliers, les sarraux des écoliers à une époque assez courte d'ailleurs, où nous étions tous les deux premiers de la classe. Je ne parle pas de mon frère qui était tout le temps premier, mais pour moi, qui ne l'était véritablement qu'une fois tous les 5 ou 6 ans. Bref, ma mère avait cru devoir choisir cette occasion pour faire cette photo. Tout cela a joué un grand rôle dans mon développement car j'ai été possédée, obnubilée par l'idée que seuls les enseignants étaient des gens bien, et qu'il fallait absolument appartenir à cette catégorie d'individus qui étaient, pour ainsi dire, la crème de la société et le sel de la terre. Mes parents ne faisaient pas dans la nuance, car ils étaient tous les deux des intellectuels rentrés. Ma mère, parce qu'elle avait été reçue au certificat d'études premières du canton, et que mon grand-père avait dit que tout ça c'était bien joli mais que la queue des vaches c'était beaucoup plus important que le reste de l'univers. Mon père, parce qu'il était le frère puiné de 4 mâles et que les études pour 4 mâles représentaient une dépense que mon grand-père n'avait absolument pas les moyens de soutenir. À l'époque, je me rappelle qu'il s'agissait des années 1900. Les enfants de la campagne, des fermiers pauvres, n'accédaient pratiquement jamais à des fonctions intellectuelles. Donc, comme ils étaient intelligents, ils en avaient conçu une certaine revendication sociale qu'ils avaient reportée sur leurs enfants, lesquels d'ailleurs ont tout à fait obéi à leurs suggestions. Ce qui ne prouve rien, mais enfin ça pourrait prouver quelque chose si on voulait s'en donner la peine. La place de la République, les petits copains, l'école, sexuelle parce que la fille de la femme de ménage avait consenti à me laisser voir ses parties intimes. Ce qui m'avait donné, comme elle avait 6 ans ou 7 ans, l'image d'une chose assez agréable, finalement, pas déplaisante dans son fond et qui n'avait fait qu'accentuer mes penchants hétérosexuels, extrêmement prononcés. Vous aurez ainsi ma biographie intégrale. Combien d'enfants étiez-vous dans la famille ? Nous étions 2. C'était le nombre accepté pour les bourgeois progressistes et illuminés qu'ils étaient. Mes parents étaient des bourgeois, ou plutôt d'une bourgeoisie ascendante connue en ville pour offrir du boulot et susceptible de monter des entreprises. Ma mère était quelqu'un d'extrêmement intelligent, capable, avec énormément de sens artistique et pratique. Elle avait monté comme ça, à partir de rien et sans rien savoir, une maison de modistes. Ce qui ne m'a impressionné que très longtemps après, évidemment. Comme il se doit. Ils étaient donc dans la frange SFIO de la scission de Tours, qui se situait aux alentours de ma naissance, 1921, et qui a vu dans les campagnes une partie de la gauche évoluer vers la social-démocratie, dans le Loiret ou dans la région de Montargis, sous l'influence d'amis revenus du front avec mon père. Ils revenaient de la guerre et étaient des pacifistes enragés, à qui la notion de révolution permanente émise par Trotsky ne pouvait guère signifier que le casse-pipe prolongé, ce qui ne les arrangeait pas parce qu'ils en sortaient et qu'ils n'avaient pas envie de refaire ce tour qui leur avait déjà largement suffi. Il est très clair qu'ils étaient du côté du progrès. Il est non moins clair que l'idée d'une nouvelle castagne ne leur plaisait pas du tout. Ils n'avaient pas envie de recommencer. C'est ainsi qu'ils sont passés à la SFIO, probablement en majorité dans l'arrondissement de Montargis ou dans le Loiret puisque le chef du mouvement, qui était un ami de mon père, est devenu député dès la première occasion, c'est-à-dire je crois en 28, avec la victoire du cartel des gauches. Je vous dis ça parce que j'ai vécu ça minute par minute. J'ai aussi vécu ces épisodes du mur d'argent, c'est-à-dire d'un gouvernement acculé à des choses déplaisantes ou à la démission,
parce que la Banque de France, les grandes banques, les grandes entreprises ne voulaient pas d'une politique qui eût simplement retardé l'apparition de la grande crise économique de 29. Ce n'est pas par hasard si tous les gouvernements de gauche dégringolent à cette période. Et je dois dire de ce point de vue que l'avènement du gouvernement Jospin me fait assez penser à ces moments d'enthousiasme suivis du choc contondant des réalités. Bon, voilà des petits souvenirs. Petits souvenirs aussi d'un môme trimballé dans les meetings et admis à la table paternelle non pas pour motiver ses opinions, mais pour exprimer des opinions conformes à celles de la famille, ce qui n'est pas tout à fait pareil. La famille prospère tout de même. Elle prospère jusqu'au moment où elle décide d'acheter une maison, un pavillon au lieu-dit le Pâtisse dans une sorte de très grande place qui faisait au moins 1 hectare et même plus. Elle faisait 200 mètres sur 200, c'est-à-dire 4 hectares. Je dirais qu'elle faisait 4 hectares et il y avait un kiosque en son centre. Je vérifiais le rapport entre les espaces libres et l'espace organisé. Et puis à côté, il y avait un petit théâtre qui avait été érigé en souscription par la bourgeoisie montargeoise. Petit bijou, qui témoignait d'un certain allant intellectuel beaucoup plus important qu'à Orléans par exemple, qui est pourtant le chef-lieu du département. Orléans était une ville bourgeoise rancie, où il ne se passait pas grand-chose. À Montargis, il se passait des choses, d'autant plus qu'on avait un train pour Paris qui mettait 1h, 1h30, et ce dès la période 1930. Je dois ajouter que en ces jours où, comment dire, nous voyons le mouvement gay se répandre sur Paris. Nous avions nous aussi un petit mouvement gay à Montargis, plus modeste vu l'époque, plus discret aussi, mais enfin tout de même assez affiché pour que le maire de la ville, l'illustre Baudin, eût fait peupler le stade et divers endroits de la ville d'Éphèbes empruntés à un de ses amis conservateurs au Louvre. C'est-à-dire que l'ami en question avait été chercher au Louvre quelques éphèbes un peu indécis. Ils sont d'ailleurs toujours en place parce qu'ils étaient en pierre, ces éphèbes, et quand les Allemands sont passés pour ramasser le bronze, ils n'ont pas voulu s'intéresser à ces chefs-d'œuvre. C'étaient des œuvres d'anciens prix de Rome, pas plus moches que d'autres, soit dit entre nous, mais qui pour nous avaient cette marque particulière d'être l'œuvre d'un maire homosexuel. Ce qui aujourd'hui nous installe en bonne place dans l'intellectualité, mais à l'époque se murmurait sous le manteau. D'ailleurs, cette anecdote m'avait en fait été communiquée aux environs de 1936 par le professeur Lefebvre, qui avait, je ne sais trop pourquoi, ajouté son nom à une liste d'union des gauches pour les élections municipales et avait été élu conseiller municipal de Montargis. Distinction qui n'a jamais paru l'affecter outre mesure du reste, parce ce qu'il ne faisait dans ce conseil municipal que des apparitions tout à fait épisodiques. Lefebvre était alors membre de la section du PC de Montargis, ou de quelques sections du PC, ce qui ne signifiait pas grand-chose parce qu'un intellectuel comme lui était totalement isolé dans une section à majorité ouvrière écrasante, où les gros bataillons étaient fournis par les ouvriers de l'Anglais et de l'usine Hutchinson. L'Anglais et Hutchinson, chez nous c'était l'enfer bourgeois. C'était là où on tombait, quand on n'avait pas réussi à s'insérer dans la bourgeoisie. La bourgeoisie est en fait d'une bourgeoisie de robe, assez réactionnaire et traditionnelle, et puis d'une nouvelle bourgeoisie de commerçants d'employés divers. Tout ça jouait un rôle parce que l'anglais était une sorte de... Devenir ouvrier, c'était vraiment, non pas déchoir, mais être condamné aux travaux forcés. Ce n'était pas la dignité qui était atteinte, c'était la capacité de vivre, ce qui n'est pas pareil. On ne considérait pas les ouvriers de l'anglais comme des sous-hommes. On les considérait simplement comme des gens qui travaillaient dur et dans des conditions très pénibles. Il faut dire que les usines de caoutchouc de l'époque, c'était pas de la tarte. Je ne sais pas si c'est vraiment plus remarquable maintenant, mais enfin, on savait bien qu'il fallait beaucoup en rabattre pour y aller. Une fois tombé là-dedans, il n'était pas évident d'en sortir. Une des plus grandes crises familiales correspond justement au moment où mon oncle Fernand, qui était resté sur ces terres des environs de Loris et qui nourrissait de son mieux une famille de 5 à 6 enfants, avait des dettes. Il fut ainsi question à un moment donné qu'il s'embauche à l'anglais. Chose que nous considérions comme la dernière des choses à faire. Je me souviens que mon père, et ma mère, mon père parce que c'était du côté paternel et ma mère parce qu'elle suivait le mouvement, avaient banqué pour l'installer dans une ferme dans la Beauce. Ce qui se combinait avec l'apparition de l'Office du blé,
c'est-à-dire avec le fait que les agriculteurs allaient devoir vendre leurs produits à un tarif défini par le gouvernement. Choix fait par la bourgeoisie réactionnaire de l'époque, qui n'était pas plus libérale que la bourgeoisie actuelle, c'est-à-dire extrêmement peu, malgré ses déclarations outrancières et tout à fait fantaisistes. J'en fais un tableau marxiste, mais je crois que vraiment c'est la vérité. Voilà des gens qui se retrouvent dans des situations telles qu'ils sont surdéterminés. Il n'y a pas à chiquer, hein ? Il faut dire que l'Anglais est une usine qui a conservé une certaine réputation. Elle a disparu maintenant, mais c'est l'usine où Chou en Lai avec certains de ses copains sont venus travailler dans la période 1920 à 1930. Comment ils ont réussi à économiser le billet de retour ? Alors ça, je ne comprends pas très bien. Seuls mon frère et moi n'étions pas dans une situation surdéterminée, parce que nous nous élancions vers les cimes du savoir, l'un par la grande route et l'autre par des sentiers légèrement contournés. Mon frère prépara dès son plus jeune âge les grandes écoles, d'où étaient sortis, je vous le rappelle, Jaurès, Sériot, Briand, tous des fils de la laïque quand même. Donc toutes les grosses têtes de gauche de la troisième étaient sorties de là. Les uns étant tout le temps à gauche, les autres tantôt à gauche et tantôt à droite, Léon Blum, j'en passe et des meilleurs. C'étaient les héros de la famille, ça. Mon père disait toujours, ils sont sortis de Normal. Quand ma mère disait ça à ses clientes, les clientes répondaient « Ah, il veut être instituteur ». Ça donne tout de suite une image allusive, certes, mais comment ne pas être allusif dans ce monde ? Image allusive, peut-être, mais de la différence de vision qu'on peut avoir quand on est paysanne à la campagne et quand on est une dame de la ville, déjà un peu culturée, ayant lu Léon Blum, justement, du mariage. Ouvrage indigeste au possible dont j'avais essayé de lire des fragments dans l'espoir d'y trouver des passages cochons, mais tout à fait en vain car c'était une lecture sérieuse, et je ne vois pas très bien ce que Gringoire pouvait avoir à lui reprocher. On se rapproche ainsi peu à peu du baccalauréat. Étant l'aîné, c'était moi qui donnais à mon frère le plus mauvais exemple. Heureusement que mon frère avait très rapidement pris le leadership intellectuel dans la famille, intellectuel au sens scolaire mais quand même. Par conséquent, il pensait les blessures que j'infligeais à mes pauvres parents, qui voyaient cet individu décrit par l'unanimité de ses professeurs comme « peut mieux faire ». Syllabe qu'on m'a répétée des centaines de fois. C'est tellement vrai. C'est une vérité qui ne cesse de vous accabler quand on n'est pas entré à Normal Sup. Parce que après Normal Sup, on ne peut plus mieux faire. On est fini. Chose dont ne se rendent pas compte les gens qui sortent de Normal Sup. C'est aussi une grande vérité, ça. Ma mère était modiste. Oui, mais à l'époque, le chapeau était un signe de distinction bourgeoise dont on n'a plus maintenant aucune idée. Une femme sans chapeau, par exemple, ne pouvait pas aller à un enterrement, ne pouvait pas assister à un mariage, ne pouvait pas conduire un enfant au baptême. Il y avait comme ça toute une série d'attributs vestimentaires qui classaient. Non pas que les femmes du peuple n'eussent pas les moyens de s'offrir un chapeau, mais qu'on ne devait pas sortir sans. Mais une fois lancé là-dedans, toutes les gradations sont possibles. Ma mère occupait ainsi dans la ville le sommet de la hiérarchie de la mode car ignorant tout de la mode, elle avait pris le parti qui s'imposait, à savoir aller copier les modèles parisiens. Elle allait donc à Paris, en général avec sa première ouvrière quand elle en a eu une, mais son premier chapeau elle l'a fait comme ça, sans apprentissage, quoi. Elle s'est décidée à faire des chapeaux, et elle a réussi de manière assez foudroyante. Foudroyante, il ne faut pas exagérer mais si quand même. Quand on a un atelier avec une dizaine d'ouvrières, c'est quand même assez foudroyant. Les demoiselles modistes étaient en général d'extraction campagnarde. Elles entraient en apprentissage présenté par leurs parents. Les moins douées sortaient de là pour entrer dans le mariage. Les plus douées montaient leur petite entreprise dans des villes pas trop avoisinantes, pas trop lointaines non plus, de telle sorte qu'il m'est arrivé assez souvent d'aller visiter une patronne modiste ancienne ouvrière. On suivait ces dames de loin. C'était un monde absolument charmant. Ça sentait un peu la goutte perca. Il y avait quelques tissus du genre crêpe Georgette, très utilisés pour les deuils. Les deuils se faisaient en crêpe Georgette, je me souviens très bien. Je ne me souviens pas d'ailleurs. C'est comme ça. Ce n'est pas un souvenir, c'est simplement que le crêpe Georgette, c'est pour les deuils. Puis, il y avait tout un ensemble de crêpes variées. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le chapeau doit être fait sur un support qui s'appelle l'asparterie.
La sparterie, c'est une sorte de tissu végétal, fait probablement avec des fibres assez résistantes. Donc, j'ai vécu dans ça avec les moules, la colle, parce qu'en effet on mettait de l'après pour tenir les chapeaux. Et puis alors les chapeaux étaient des sortes d'édifices variés, dont la célèbre chanson de Maurice Chevalier donne une image plaisante. Donc la modiste, c'était quand même Paris. Paris jouait le rôle d'une sorte de capitale de tout quoi. C'était la capitale des affaires politiques, qui n'avait qu'un rapport assez lointain à mon avis avec le reste des affaires, mais bon. Paris, c'était l'endroit où les Français faisaient semblant de jouer à la grande puissance, d'ailleurs c'est ce qu'ils continuent à faire. Ça, de ce point de vue, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que quand on émet des propositions dans certains articles, on est toujours obligé de dire « Oui mais enfin je dis ça mais après tout ça concerne le 40e non le 80e de l'humanité, le 100e. » Bon alors, il y a eu la crise de 1931 où le commerce a pas mal souffert. Mon père vendait de l'assurance. Il était assez baratineur, mon père, et l'assurance lui convenait parfaitement. Elle convenait à son goût de bougeotte, à sa capacité relationnelle. Ça convenait aussi au fait que les femmes, les futurs assurés, étaient souvent seules à la maison, et comme c'était un homme assez robuste de ce point de vue, il n'était pas très robuste d'un autre point de vue mais de ce point de vue-là il était très très robuste. Il arrivait à faire des tournées, considérables, et à vendre des assurances en même temps d'ailleurs, parce qu'il disait à la femme « Écoute ma cocotte, tu vois ton mec, etc., etc. » Et puis il lui fourguait, ou tout au moins il préparait le terrain pour une assurance vie. Ce qui rapportait beaucoup d'argent. L'assurance vie, je ne sais pas trop pourquoi dans ce monde, je dirais presque pré-industriel de la campagne française avait beaucoup de charme. On croyait que c'était du solide, que les compagnies d'assurance ne feraient pas faillite. D'ailleurs c'est vrai, elles n'ont jamais vraiment fait faillite. Donc, nous arrivons au baccalauréat. J'avais poursuivi des études qui s'avéraient de plus en plus un à côté de mon existence. Je dois dire que toutes les études que j'ai faites étaient un peu comme ça. J'ai fait des études en étudiant autre chose. Quand j'étais au collège, j'étudiais tout ce qu'il y avait à côté du programme et qui me paraissait plus marrant que le programme. Le latin m'emmerdait, d'ailleurs le latin c'est vrai, c'est emmerdant. J'ai fait une incursion vers le grec, qui ne m'avait pas vraiment convaincu. J'aimais la science. Mais alors j'aimais la science, la vraie quoi, celle qui avance. Or nous avions des profs de sciences qui n'avançaient pas. Je lisais plein de trucs scientifiques mais bon, comme ça. Et je lisais déjà des tonnes et des tonnes de bouquins, dont certains me passionnaient et d'autres moins. J'aimais beaucoup les livres de science-fiction, des trucs comme ça. J'aimais la physique, l'astrophysique. Je voulais être astronome. J'ai voulu être astrophysicien. Une adolescence provinciale. Tout ça n'arrangeait pas du tout mes affaires scolaires. Donc j'étais à la fois très cultivé pour un gamin d'une ville comme Montargis, et pas très cultivé pour un petit Parisien fils d'intellectuel. Il y a là une distance immense que je n'ai jamais comblée d'ailleurs. C'est-à-dire que vous êtes ça et en fait, vous allez faire autre chose. Justement, entre le moment du premier éveil à la sexualité et le deuxième éveil se place un blackout total. Totalement désintéressé de la question. Je suis arrivé à la puberté, interrogé par des filles qui se demandaient un peu si c'était du lard ou du cochon. Pas concerné. Mais après, je me suis assez rattrapé. Mais je me suis rattrapé dans le genre province, c'est toujours pareil. C'est ça que je disais, c'est qu'on se rattrape. Certes, culturellement on se rattrape. Tu es un con par rapport à un petit bourgeois parisien, donc tu te rattrapes. Mais en fait, tu ne rattrapes jamais rien. Parce que ce que lui a intégré à l'âge de 10 ans, toi tu l'intègres à l'âge de 15 ans. Et la différence est immense. Ce rapport est encore à l'heure actuelle, à mon avis, peu analysé. Pourquoi ? Parce que si tu as lu Balzac à 10 ans ou 11 ans, tu possèdes une avance sur celui qui l'a lu à 18. Je n'en sais trop rien, c'est une impression, mais il me semble que quand on étudiera le problème de manière fine, comme on dit dans les recueils du ministère de l'Équipement, on arrivera à comprendre quelque chose. Enfin, laissons cela à mes successeurs. Bon, arrive le bac. Première partie en 1937. 36 37. Je me fais rétamer avec un désintérêt total.
Je ne voyais pas très bien où ça allait tout ça. L'année suivante, je suis reçue. Je crois que j'avais séduit un peu l'examinatrice de français, qui avait corrigé ma copie qu'elle avait trouvée très très bonne. Donc, j'avais eu une très très bonne note en français, à l'oral aussi d'ailleurs. C'est l'époque où j'étais tourmentée par un certain démon de l'écriture. Je commençais à me poser des questions. J'avais 16, 17, 18 ans, et écrire était à la mode chez les jeunes bourgeois. L'année d'après, la troisième en fait, je fais philo. Avec la philosophie, j'avais enfin touché le Graal, c'est-à-dire à la fois l'homme qu'il me fallait, le territoire qu'il me fallait et puis les perspectives que j'envisageais. J'aurais été totalement incapable de les préciser, mais ces perspectives étaient tout ce qui s'ouvre quand on a fait une classe de philosophie en disposant d'une clé d'interprétation du monde. Ce que je dis doit vous paraître étrange, mais je me souviens avoir donné une leçon de philosophie en une demi-heure à un jeune apprenti résistant. Je lui avais dressé le panorama de l'évolution des sociétés, pourquoi il fallait résister, le tout étant d'ailleurs lié d'une manière totalement arbitraire, évidemment, parce qu'il n'y avait pas forcément de liaison entre le marxisme et la résistance. Ceci nous amène au bord de la résistance. Ça m'amène d'abord à être instite, en 39 à 40. C'est là où je découvre que les enfants peuvent apprendre à lire, que moi, je pouvais leur apprendre à lire. Chose qui est complètement stupéfiante. Comment peut-on apprendre à lire à un enfant ? Ma réponse est claire. On apprend à lire à un enfant à cause de l'autorité, de l'injonction, du rabâchage. Il n'y a pas d'autre solution. Tout le reste, les méthodes libérales, c'est de la connerie. Apprendre à lire à un enfant, c'est l'introduire de force dans un monde dont il n'a rien à foutre. Alors, quand on apprend à lire à des enfants en comptant sur leur bonne volonté, ça promet de la sueur, du sang et des larmes, parce que ce n'est pas évident. Un enfant peut être extrêmement intelligent, être très astucieux, très vif, tout ce que tu voudras, mais l'accès au monde de la lecture c'est tout autre chose. En plus moi, quand j'ai appris à lire, j'étais complètement abruti. Je me souviens très bien que je suis arrivé en classe préparatoire sans savoir ni lire, ni écrire. J'écrivais en imitant les mouvements de mon camarade. C'est-à-dire que comme il se situait de l'autre côté, j'écrivais les lettres à l'envers. C'était d'un résultat assez faible. Je ne comprenais pas ce que cela voulait dire. Je ne dirais pas que c'est le cas de tous gens qui essayent d'écrire, non. Mais en même temps je suis arrivé au monde de la lecture vers l'âge de 11 ans. Enfin. Alors que, probablement j'eusse été parisien, je fusse arrivé vers 9 ans. Toujours ces problèmes de décalage. Enfin j'exprime ma ferme conviction que la méthode syllabique, par son caractère mécanique, est le terrain favorable qu'il trouve chez l'enfant, pour ce qui concerne le français. Peut-être qu'en English avec son côté un peu shintok, l'appréhension est différente. Mais pour nous qui avons une langue romaine, la méthode syllabique est plus recommandable qu'une quelconque méthode globale pour ce qui concerne l'apprentissage de la lecture. Ce qu'il faut simplement, c'est que l'enfant se rende compte que les mots écrits sont des mots prononcés. Drôle de guerre. Je me retrouve donc instituteur la première année de la guerre à Persan-Gâtinais. Ploucland s'il en fut. C'était de ces villages du bord de la Beauce, près de Ferrières-en-Gâtinais, qui se signalent à l'automne par une couche de boue et de bouse à l'entrée. Vous arriviez par une route un peu régulièrement empierrée, comme on disait à cette époque-là, puis il y avait une sorte de flou dans le tracé de la route. Ce qui veut dire qu'il y avait des troupeaux et des attelages qui passaient. En fait, les charrues restaient, sauf à une certaine période de l'année, dans le champ. Le cultivateur attaquait son travail un matin, continuait toute la journée et il rentrait le soir avec les bêtes et les harnais. Il ne laissait pas les harnais dans les champs car on les volait assez facilement, mais il laissait les charrues. Bon. À Persan-Gâtinais, je remplaçais un mobilisé. Il y avait là la femme du mobilisé, qui n'était pas mal. À l'époque, j'étais d'une naïveté. La femme du mobilisé me troublait, mais c'était un trouble confus du style XVIIIe siècle pur. On se serait cru dans mon cœur soupir quoi. C'est un phénomène d'autant plus étrange qu'aujourd'hui les gens nomment les désirs sexuels, l'érection, etc. sans problème. Là non. Il y avait un trouble indistinct et non nommé. Enfin non nommé. Non. Ce qui était non nommé c'était l'image, l'idole comme on dit en grec. C'était bien nommé, ça.
Mais le rapport entre ça et une érection quelconque était totalement non dit. Pas de passage possible. S'il y en avait, c'était une grossièreté. Le pont, on pouvait le franchir par l'intermédiaire de la grossièreté, c'est-à-dire dans les conversations entre adolescents. Mais alors elle ne partait plus désormais du désir, elle partait d'un truc qui ressemblait à la bouffe, quoi. Voyez, des deux côtés il y avait une sorte de fossé, côté sublime et côté pas sublime. Donc, la femme du mobilisé était très sympathique, drôle et fraîche, mais c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire. Mon père étant intervenu auprès de l'inspecteur d'académie pour m'obtenir un poste un peu plus proche de Montargis, j'ai quitté Persan-Gâtinais pour un poste à 12 à 13 km de Montargis, ce qui me permettait de faire l'aller-retour en vélo tous les jours. C'était à Nargis. C'était plouc, mais il y avait une gare, alors qu'à Persan-Gâtinais, le chemin de fer le plus proche devait être à 15 ou 20 km. C'est que pendant tout ce temps, j'allais tous les 8 jours à Paris. Je prenais des cours au Collège de France. Chez Monsieur Henri Wallon, avant qu'il ne soit obligé de quitter sa chaire. Et moi, je n'ai pas bien compris ce qui se passait quand ils ont quitté leur chaire, ces braves gens. Pour moi, Wallon, Albvax, Cavaillès, tous des pédis grossis des sciences sociales, c'était pas des tartes, quand même ça n'était pas des pelures quoi. Charles Gide n'y était plus? Oh non. Qui est-ce qui faisait morale et sociologie? Il n'y avait pas Cuvillier. Il avait été professeur, mais je crois qu'il n'y était plus à l'époque. Enfin je me souviens bien de messieurs Wallon, Albvax et Cavaillès. Donc, j'allais suivre le cours de Wallon au Collège de France qui racontait des choses sympathiques mais pas bouleversantes sur la psychologie. Je crois que j'avais un autre cours sur Descartes, par un éminent spécialiste. Et puis j'avais un cours de Breillet, d'histoire de la philosophie. Sympathique aussi monsieur Breillet. Emmerdant, mais sympathique. Ah si. Et puis j'avais quand même un cours extraordinaire de monsieur Jean Wahl, qui était un phénoménologue distingué, auteur de Les philosophies de l'existence et de vers le concret en 1932. Si j'avais compris ce qu'il racontait, je pense que mon éducation s'en serait trouvée améliorée. Malheureusement, je ne comprenais rien à ce qu'il racontait. J'ai passé 1 an à écouter ces messieurs, 2 ans même. Après, il y a eu la défaite. Il continuait vaguement à donner des cours. Cavaillès, totalement imbitable. Il enseignait l'algèbre de Boole. L'algèbre propositionnelle, comme on disait à cette époque-là, A implique B, etc., B implique C. Cavaillès était un homme extrêmement sympathique et séduisant, mais il ne s'est jamais soucié de savoir si les 99 abrutis qui suivaient son cours, qui faisaient donc exception à l'unique qui comprenait, suivaient ou ne suivaient pas. Il était là, paix et fuit. Il écrivait au tableau des choses qui ressemblaient un peu à des équations, ce qui ne me le rendait pas très sympathique, enfin bon. J'étais disposé à passer sur bien des choses. Mais, s'il avait daigné dire à tout le monde à quoi c'était supposé servir, j'aurais peut-être abandonné le matérialisme dialectique. Alors que là, je lisais assidûment les œuvres de Marx, celles que j'avais évidemment, parce que en 40, ça commençait à être interdit. Mais heureusement, j'avais les morceaux choisis de Karl Marx du professeur Lefebvre, publiés à la NRF avec Norbert Gutermann en 1934, qui avait fait entre-temps son apparition dans mon existence. Apparition absolument décisive, puisqu'elle entraîne mon adhésion au marxisme et j'oserais même dire au marxisme-léninisme. Bon, alors donc, adhésion au marxisme et par ailleurs, par la suite, aux alentours de 41, vers la rentrée 41, mon adhésion à la branche active du Parti communiste à l'université. Chose qui commence à passablement m'occuper. Il y a une chose qu'il faut dire en ce qui concerne cette activité politique dite de la résistance. En fait, on résistait parce que notre activité intellectuelle était une activité définie comme illégale. En réalité, eussions-nous résisté en plein jour que la face du monde n'en eût subi aucune modification. Il y a une illusion qu'il ne faut pas entretenir sur la résistance. La résistance, pour moi, c'était un choix qui ne pouvait se faire que sur des bases psychologiques, qui avaient l'allure d'un choix intellectuel, mais c'était surtout une non-acceptation. C'est-à-dire au fond, les gens de 68 étaient en un sens des résistants. Ils n'avaient guère plus que nous, et même beaucoup moins que nous à mon avis, une idée précise de ce qu'ils voulaient. Nous, on ne voulait rien, eux non plus.
Mais le seul problème pour nous est qu'il y avait au bout du truc tout un tas de choses très désagréables comme des camps de concentration, qu'on devinait quand même, parce qu'on n'était pas complètement débiles. Ce fut la grande préparation politique de toute une génération. La grande préparation politique à la libération, ce n'était pas la libération. Nous n'étions pas du tout libérés. 2. La rencontre avec Henri Lefebvre. La philo au lycée de Montargis. Ma rencontre avec Lefebvre a été décisive. Elle s'est faite chez un gars qui s'appelait Béalou, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais qui est un écrivain honorable, qui aurait pu être de l'Académie française, qui écrivait des poèmes et qui, assez bizarrement, tenait une chapellerie à Montargis. Ce Béalou était lié à Max Jacob, qui vivait aux alentours de Montargis, avec tout un tas d'autres poètes dits de l'école de Rochefort, et puis avec Lefebvre à cause du fait que c'étaient tous des mouvements littéraires un peu à gauche. Béalou m'avait présenté à Lefebvre, qui m'avait fait une très vive impression. Ensuite j'avais eu Lefebvre comme professeur de français. Lefebvre était un professeur de français d'un genre absolument. Au lieu du cours, il nous lisait des livres. Il nous lisait Rabelais. D'ailleurs, je n'y voyais aucun inconvénient, parce que je trouvais ça assez marrant. Il y a eu 2 lectures dans l'année de français que j'ai eues avec Lefebvre. Premièrement Rabelais, Gargantua, et deuxièmement 3 hommes dans un bateau de Jérôme K. Jérôme. Livre absolument excellent d'ailleurs. Avec ça, Lefebvre avait fait son année. Nous, on avait bien rigolé. Après, on discutait, on parlait de choses et d'autres. Je me faisais une gloire de lui porter la contradiction, avec des arguments de je ne sais pas trop où, ou à quoi je les empruntais. Et puis alors, j'avais été vraiment impressionné par sa carrure intellectuelle, qui était quand même tout à fait exceptionnelle, et par le fait qu'il avait publié en 1939 un truc qui s'appelait le matérialisme dialectique, qui était pour moi le comble de l'intellectualité. C'était une sorte de ressucé de la logique de Hegel mais en plus concret, un peu plus concret. Donc je n'y comprenais pas grand-chose. Si, j'en comprenais quand même un petit peu. C'est ça qui m'avait orienté vers le marxisme. C'est que mon niveau d'incompréhension du marxisme était tout de même plus faible que mon niveau d'incompréhension du cartésianisme. Je ne comprenais rien à Descartes, d'ailleurs même encore aujourd'hui je ne suis pas sûr de bien comprendre. Mais je ne savais pas que si en fait, je ne comprenais rien, c'est que c'était tout à fait naturel parce que en fait, on ne peut pas se remettre dans la pensée cartésienne sinon d'une manière très générale, bon. Mais quand on lit les phrases de Descartes, il faut un sens énorme de la resituation philosophique pour voir ce que c'est vraiment. Sinon tu n'y comprends rien. À la limite, tu comprends mieux un traité de scolastique parce que ça te dit que les choses sont comme cela, et pas autrement. Alors que Descartes te dit comment les choses devraient être arrangées. Si tu n'as pas la capacité de te dire que, au moment où parle Descartes, il se passe ceci ou cela et que c'est ça le problème qui l'intéresse. Si on voulait sérieusement étudier Descartes, il faudrait commencer par étudier les problèmes géométriques à l'époque de Descartes. C'est la moindre des choses. La mathématique était vachement en avance sur toutes les sciences, extraordinairement en avance même. À tel point qu'on se demande ce qu'ils avaient dans la cervelle, après, pour rester aussi cons. Quand tu vois l'avance des Grecs en maths, et que tu vois ce que les suivants avaient compris. En fait, c'était déjà des intellectuels. À mon avis, c'est ça qui les a tués. On progresse dans les poids, dans les calculs d'intérêt, etc. Et s'ils avaient eu des artisans pour dire « Écoute, tu regardes ça, mais fais gaffe parce que si tu emploies tel instrument plutôt que tel autre, tu vas voir la différence. » S'ils avaient eu des gens capables de faire ce genre d'analyse, ils auraient progressé en précision et ils n'auraient pas dû attendre 1500 ans avant d'arriver à Kepler. Parce que, après tout, je crois que c'est quand même la loi des aires proportionnelles qui définit. Bon, il fallait bien le dire à un moment donné, mais au fond, ça a simplement appris aux physiciens qu'on peut faire beaucoup de barouf en découvrant des choses simples. Popper leur aura appris ça. C'est extraordinaire d'avoir ce mec-là qui dit quelque chose qu'on savait déjà depuis qu'on est né. On le savait depuis la naissance, mais on n'était pas capable de le dire. Quel âge avais-tu quand on t'a présenté Lefebvre ? Ben, j'étais en seconde et donc j'avais 15 ans. C'était la grosse impression Lefebvre.
Béalou et lui étaient deux intellectuels de pointe dans une petite ville de province, et donc ils étaient amenés à se connaître chez le libraire. Parce qu'on avait un libraire, qui s'appelait Frayeur. C'est un juif alsacien d'origine alsacienne évidemment comme son nom l'indique, et personne ne savait qu'ils étaient juifs à l'époque, personne. Pour nous les juifs c'était Salomon et Lévi, c'est marre. Heureusement, il y avait un mec qui s'appelait Salomon dans la ville, alors ça tombait bien on n'avait aucun juif. Si, il y avait quelques Lévis par-ci par-là, on était peinards. On avait nos juifs mais je dirais que justement on n'avait pas cette approche des juifs qui provoque, je ne sais pas bien quoi. L'antisémitisme chez nous, c'était l'antisémitisme des grosses banques. On imaginait, pas moi mais mes parents et d'autres, pas antisémites d'ailleurs, que chez les juifs, il y avait Salomon et Lévi d'une part, et puis d'autre part la grande banque. Très vague. Tout cela explique que les lois de Vichy n'aient pas eu de prise sur la réalité en arrivant chez nous. D'abord, on ne savait pas ce que c'était que les juifs. Puis, quand on l'a su, on a considéré que c'est comme si on avait dit que tous les gens qui s'appellent Durand doivent porter une rose rouge. Pour nous ça avait à peu près le même sens. Je me souviens de ma colère quand j'ai vu mes copains de la Sorbonne se mettre l'étoile juive. Pour moi c'était stupide. Pourquoi aller se dénoncer? Pour moi ce n'était même pas un problème d'antisémitisme, c'était un problème de marquage. Les gens qui se méfient un peu n'acceptent pas les marquages. C'est comme si j'avais mis adhérent au marxisme-léninisme. J'allais foutre ça sur ma poitrine du moment que les Allemands le demandaient. C'était mauvais. C'est clair. Je me souviens d'avoir gueulé, de les avoir engueulés même. Et en plus moi, je ne comprenais ni pourquoi ils le faisaient ni pourquoi je protestais. C'était une protestation qui ne tenait à aucun caractère juif ou pas juif, auquel moi je ne comprenais rien. J'étais incapable de dire devant un Pékin quelconque s'il était juif ou pas. J'ai acquis depuis une connaissance des non-juifs qui me permet de me démerder là-dedans. Mais on m'aurait dit que Frayeur, mon libraire, était juif, ça m'aurait fait rigoler. Pour moi, Frayeur, c'était un mec qui courait le 100 mètres très vite, et qui à part ça n'avait pas beaucoup d'autres caractéristiques. C'était des gens cultivés, tu vois? Je savais qu'ils étaient cultivés. Mais j'étais incapable d'établir un rapport entre le fait qu'ils s'appelaient Frayeur, le fait qu'ils étaient cultivés et qu'ils avaient une culture juive dont je n'avais aucune idée. Il faut bien reconnaître que l'antisémitisme français a toujours été d'une grossièreté incomparable, ne trouvant aucun appui vraiment sérieux. Seuls les gens de Paris étaient capables de parler d'antisémitisme. Parce que eux alors, ils discutaient des juifs. Nous, la seule chose qu'on connaissait c'était les histoires juives. Mais les histoires juives sont d'abord inventées par les juifs. Elles rendent compte de la culture juive plus que toute autre chose, comme les histoires corses. Pour nous, c'était un peu la même chose. Quand ça a tourné au vinaigre, j'ai vu les profs de la Sorbonne se barrer, alors là j'ai commencé à comprendre. Je n'ai du reste jamais très bien compris, même jusqu'à maintenant, même en lisant l'ouvrage de Goldhagen sur le peuple allemand, la capacité du peuple allemand à exécuter ce genre de choses. J'en reste absolument baba. Qu'on vienne me décortiquer un teuton, pour voir ce qu'il a dans le ciboulot. Parce que je suis persuadée qu'il a toujours ça, dans le ciboulot. Mais bon, il ne le sait pas. Il y a sûrement quelque chose, mais quoi? C'est comme les Polaks. C'est pareil. Les Polaks, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont dans le citron. Mon opinion, c'est que la génétique nous éclairera là-dessus, mais d'ici 500 ans. On n'est pas pressé. On peut toujours parler de mentalité, mais moi je trouve que c'est de la mystification dans un certain sens. Nous ne savons pas alors, comme nous ne savons pas, on dit « mentalité ». Ça implique effectivement une orientation vers certaines valeurs. Mais ça reste d'un flou artistique et au mieux littéraire. En dehors de ce flou littéraire. Mais j'anticipe. Prendre parti. Entre la résistance et les études de philosophie, il y a toutes sortes de choses. Je crois que c'est la résistance qui a commencé à me faire légitimer l'idée de sexualité. Pas l'idée, la chose. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais enfin je crois que c'est un peu coexistant. Peut-être était-ce le romantisme de l'époque. C'est à ce moment-là que j'ai dévidé les intrigues amoureuses et le fil de la résistance, qui se déroule à peu près de la même manière, avec des arrêts, des chutes.
J'étais devenu responsable du Front National, et il y avait à cette époque un truc qui s'appelait le Front National. C'était l'organisation de masse, qu'on l'appelait, du Parti communiste avec des ramifications, des comités, pas des comités, des groupes. Je ne sais pas trop en vertu de quoi le groupe du Front National du lycée Henri IV était rattaché à la philosophie de la Sorbonne, mais j'en étais le responsable. J'étais donc responsable du Front National pour H4 et je devais impulser la lutte politique, la faire progresser. C'est comme ça que j'ai connu un certain nombre de gens assez huppés, du genre des Langevin par exemple, ou Coquelin. Il y en avait un qui s'appelait Coquelin, et qui était un fils du musicien Charles. Je l'ai retrouvé plus tard dans des organismes, dans des organes du Parti communiste. Donc, je contribuais au secrétariat du groupe de la Sorbonne. J'étais à l'organisation, il me semble. Je ne sais du reste pas bien pourquoi. C'était peut-être le moins important. Il y avait une organisation politique, et puis quoi d'autre? Je devrais m'en souvenir. Je ne sais plus. Bon, alors ça laisse des souvenirs assez vifs évidemment. Par exemple, j'ai prononcé un discours au Panthéon à l'occasion de l'anniversaire du transfert des cendres de Victor Hugo au Panthéon. Je ne sais pas quel est l'imbécile qui avait inventé cette cérémonie. Mais enfin, je me revois faisant un speech qui m'avait d'ailleurs été communiqué à l'avance pour que je l'apprenne par cœur. C'est vous dire la connerie de ces gens-là, de l'appareil déjà. L'appareil m'avait transmis un texte que j'ai complètement oublié, évidemment. L'émotion. Ça m'avait quand même un peu coupé le sifflet. J'ai fait un speech absolument lamentable, mais enfin, bon. J'étais là à discourir avec un groupe de militants, toujours pour communiquer avec Moscou. Je me demande comment ces cons réussissaient à communiquer à Moscou, des âneries pareilles. Mais pour Moscou, c'était très important parce que ça montrait que les peuples, etc. En fait de peuples, on était 3 douzaines de pelés et de tondus. Tout ça n'était pas grand-chose, mais à la radio, le speaker de Radio Moscou encourageait les connards qui étaient en train de se faire bousiller au front. Le transfert des cendres de Victor Hugo, c'était la culture vue par Staline, ça. Comment es-tu entré au Parti communiste? Je suis entré au Parti communiste après une incursion chez Sartre. Sartre avait fondé un mouvement, enfin bon. Je vous dis ça, c'est peut-être un mythe, mais Sartre avait fondé un mouvement qui s'appelait Socialisme et Liberté. Pour ce qui me concerne, les réunions avaient lieu chez Lucien R, qui était le bibliothécaire de l'école normale. Bon alors ça c'est clair. Il y avait dans ce groupe un trotskiste, qui racontait des histoires sur Staline évidemment. C'était nos réunions de résistance ça. Échanger des points de vue en étant trifouillés par le virus de l'action politique. Tout ça se passe avant que les choses sérieuses ne commencent. Ça se passe en 1941, boulevard Arago, je crois. On se réunissait dans un appartement qui n'avait rien d'extraordinaire. Il y avait des livres chez Monsieur R. Ça en tout cas c'est sûr. Comment était-il encore bibliothécaire? Peut-être ne l'était-il plus, ou qu'il touchait encore son traitement? C'est pas clair tous ces trucs-là. Ça n'a jamais été vraiment éclairci parce que l'application des lois de Vichy s'est faite quand même avec un sabotage considérable. Aujourd'hui on parle de ces choses-là, mais à l'époque on n'a pas viré les gens du jour au lendemain, comme ça ce n'est pas vrai. Il y a eu des combines, tout à fait légitimes d'ailleurs. J'en aurais fait autant, hein. Mais il y a eu des combines qui ont fait que d'autres sont restés là, tant qu'on ne les faisait pas chier directement. À mon avis, ils auraient mieux fait de se tirer mais, enfin bon. Donc, socialisme et liberté c'était des blablateurs brevetés quoi. Que d'ailleurs ils sont toujours restés à mon avis. Sartre c'était un peu ça. C'était le café du commerce, mais enfin à une échelle, à grande échelle quoi. Il y avait qui d'autre à part Sartre? Il y avait une dame qui s'appelait Simone de Voissou, dont j'ai toujours retenu le nom, qui à un moment donné m'a rencontré au cours. On suivait des cours de philosophie ensemble. Elle m'a dit « Écoute, je ne sais pas si tu es de mon avis, mais tu trouves pas que ce groupe, Socialisme et Liberté, ils ne font pas grand-chose » C'était le moins que l'on puisse dire. Ils ne faisaient rien du tout. Alors, sur mon acquiescement, elle m'a convié à m'engager dans des forces un peu mieux organisées, un peu plus structurées, qui se sont trouvées être celles du PC auquel j'étais du reste tout à fait préparée.
La différence résida dans le fait que notre intronisation s'est déroulée sous le signe des précautions à prendre, à très juste titre d'ailleurs. Ensuite, j'ai recruté un certain nombre de gens, parce que je voulais m'étendre, je voulais m'agrandir. Je me souviens que je cherchais des armes. Je ne sais pas bien pourquoi faire parce que l'idée d'abattre un individu ne me paraissait pas très. Ce n'était pas mon truc, de zigouiller des teutons. Je n'avais pas vraiment envie. Entre ça et jeter des pavés dans les Soldatenheim. Les Soldatenheim, c'était des cafés. À Montargis, ils avaient réquisitionné le Café de la Gloire, qui était quand même un beau café où il y avait tout ce qu'il faut pour réjouir un bon soldat, y compris des putes. Enfin bon, il y avait tout ce qu'il fallait. Travailler au Soldatenheim n'était pas considéré comme vraiment très distingué. Comme c'étaient des filles du peuple qui généralement travaillaient là-dedans, elles n'étaient pas très bien vues, et elles se sont vues tondre à la libération par des gens qui avaient d'ailleurs passé l'occupation au chaud bien entendu. Ceci n'est pas une autre histoire parce que j'ai été personnellement impliqué dans ce genre d'affaires. Il faut dire que les gens qui revenaient du maquis bénéficiaient d'un certain prestige. Bon, il y a eu des morts, c'est très certain, mais en même temps je crois qu'il s'agit là d'une reconquête de légitimité. C'est un mouvement qui visait consciemment à ça. Je crois que les Français dans la résistance avaient conscience du fait qu'il fallait à un moment donné que les vieux dégagent, et qu'on reparte sur de nouvelles bases. Je ne crois pas que la résistance dans son ensemble ait marché dans ces histoires de patrie, et compagnie. Moi, je crois que les Français étaient moins patriotes que contre les Allemands qu'ils détestaient. Ils détestaient les Allemands parce que les Allemands étaient des salauds. Les Allemands étaient des salauds parce qu'ils étaient en occupation. Tout ça c'est la norme, la résistance n'étant que la fraction la plus politiquement consciente du fait que tôt ou tard, les Allemands allaient partir et que, à ce moment-là, une nouvelle couche de gens allait prendre leur place. De ce point de vue-là, ceux qui étaient dans la collaboration raisonnaient pareil, non ? La collaboration c'était pareil, mais c'était les futurs perdants, ah. En plus, je dirais que la collaboration avait quand même une petite vétille, le statut des Juifs. Tout ça, ce n'était pas fait pour plaire. Enfin, je ne vous dirai pas que le statut des Juifs était un motif pour rentrer dans la résistance. Les Juifs pouvaient rentrer dans la résistance, ça c'est sûr. D'ailleurs, je trouve qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Ils auraient dû être au moins autant que nous. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, les Juifs seraient dans la résistance à 95% face à des gens qui veulent vous tuer, vous n'avez pas d'issue. Mutatis mutandis, la conscience de ces faits et le durcissement de la culture juive seraient suffisants. Ça ne poserait pas de problème. D'ailleurs, aucun Juif ne mettrait plus l'étoile jaune, si ce n'est par ultranationalisme. Au maquis, les Juifs ne mettaient pas l'étoile jaune évidemment. Vous comprenez ? C'est ça le problème. Les Juifs mettaient l'étoile jaune dans la rue pour se faire coffrer par les Allemands, et dans le maquis, ils l'enlevaient parce qu'ils n'avaient aucune raison de se singulariser de la sorte. Ça, c'est un aspect très important de cette période historique. Sortir de sa condition. La religion n'a joué aucun rôle dans ton éducation ? Tu n'en as absolument pas parlé. Non, aucun rôle, ça c'est bien vrai. J'étais le fils de parents athées, militants athées. Mon père était franc-maçon. Il devait bouffer du jambon le vendredi saint, je suppose. Ma mère en tout cas faisait maigre, par tradition. Les deux étaient enfants d'agriculteurs. Ma mère et mon père étaient fils de fermiers et au-delà, de braccianti, c'est-à-dire les couches les plus misérables de la population. Dans la hiérarchie du misérable, les braccianti occupaient le dernier rang, sauf les gens qui étaient dans les hospices ou qui mendiaient dans la rue. Tu dis braccianti parce qu'ils avaient une ascendance italienne ? Non, parce que braccianti est un vocable parlant. Je dirais ouvriers agricoles. Vous ne comprendriez pas parce que pour vous, ouvriers agricoles, ça fait déjà sécurité sociale. Alors que les braccianti, ce sont des gens qui attendent sur la place du village qu'un mec leur dise « Par ici les gars, toi, oui, toi, non ». Ce sont des paysans sans terre. Oui, mais quand tu dis paysans sans terre, tu évoques le fait qu'ils auraient pu un jour penser qu'ils auraient pu en avoir une. Je ne suis pas très sûre qu'ils aient jamais ressenti cette privation-là. Enfin, d'après ma mère, qui a recueilli les archives, non pas de la famille mais des communes, pour voir. Elle était passionnée par les origines de la famille.
Je me demande si elle n'espérait pas trouver quelques personnages plus reluisants, mais apparemment, ça ne s'est pas produit. Ça, c'est du côté paternel. Et du côté maternel, c'était vrai aussi ce que tu dis là? Oh. Oui. Mais mon grand-père était né de père inconnu. Du côté maternel, mon grand-père était de père inconnu, et ma grand-mère aussi. Donc c'était des enfants naturels, enfin, adultérins. Le nom de ta mère c'était quoi? Giton. C'est le nom de mon grand-père maternel. Mais lui, il était ouvrier. Il était le fils d'une dame qui avait réussi dans la vie en ce sens que, devenue la maîtresse d'un grossium, elle avait exercé une sorte de dictature sur sa famille pendant un certain temps. Elle était gouvernante. Bonne à tout faire quoi. Mais enfin, n'empêche qu'il a commencé à travailler à l'âge de 7 ans. Vous vous rendez compte que l'arrière-grand-père de Loulou a commencé à travailler à 7 ans. Et puis on dit travailler, mais c'était travailler dans les écuries, coucher dans les écuries, recevoir les coups de botte des charretiers. Parce qu'il y avait des grandes exploitations en Sologne. Pour gagner du fric, il fallait de la surface. Donc il y avait des grandes exploitations avec des charretiers, et mon grand-père sorti du rang est devenu chef charretier. Puis une fois marié, il a pris une ferme. Comme il était dur au boulot, il a réussi à se tirer de là. Et toi en gros, à l'âge de 20 ans en dehors de Montargis, du bled où tu as été instituteur et de Paris, tu n'avais rien vu d'autre de la France? Non. Ah si, attendez, n'exagérons pas. Il y a une période florissante dans la famille où on est allé 1 mois aux Sables d'Olonne. C'était une année faste. C'était mon premier contact avec la vie religieuse parce que la boniche, ou la gouvernante, à qui on avait été confié, donc on avait un peu de fric à l'époque, nous emmenait à la messe. Quand ils sont venus nous chercher, mes parents ont constaté avec consternation 2 choses. Premièrement, on avait été 4 fois à la messe et deuxièmement, on avait attrapé des poux. Ah! Ça faisait beaucoup à la charge de la gouvernante en question, Elle s'est donc fait virer. Je devais avoir 8 ans. Oui, ça devait être en 29. Et puis après, on est allé en colo tous les ans jusqu'à 15 ans, du reste, la colo, les œuvres laïques c'était pas mal. Les œuvres laïques de la ville de Montargis, toujours progressiste avec son maire, grand humaniste en fait. La ville avait loué un fort désaffecté à Salins-les-Bains, dans le Jura. Nous y sommes allés pendant 5 à 6 ans. Une fois ou deux, on s'est payé la mer à Étretat. Enfin, on n'habitait pas à Étretat. On habitait une petite bourgade, chez un boucher qui d'ailleurs m'a appris le découpage de la viande. Comment refourguer un rôti très dur à une dame de la haute. C'était assez drôle ça. Et oui, parce que moi j'étais curieux et je voulais assister à l'abattage. Après, il me donnait des indications sur le découpage en rigolant évidemment. C'est là que tu as découvert l'araignée? Comment est-ce que j'ai découvert l'araignée? Oui, je crois que c'est là que j'ai appris qu'il y avait des morceaux que le boucher se réservait pour lui-même. Bon, maintenant c'est devenu assez courant, j'ai même vu ça au programme d'un restaurant. Peut-être qu'on va faire des bœufs génétiquement transformés, avec une double ration d'araignées. Bon, voilà, on a atteint péniblement d'ailleurs l'an 40 et ses suites. Tu n'as parlé d'aucun camarade de classe, de ton âge ou d'ailleurs. Tu les as tous perdus de vue, ou tu as gardé des contacts? Je n'ai pas gardé un très bon souvenir de mes camarades de classe. Je n'avais pas de contact, pas d'atome crochu avec ces mecs qui étaient des fils de paysans pour une bonne partie, d'autres des fils de fonctionnaires. Je ne dirais pas que je n'avais pas les mêmes préoccupations qu'eux. Non en fait. Il y avait un problème physique, c'est-à-dire que j'étais malingre et je me considérais comme mal foutu. Je me considérais comme assez disgracié parce que j'étais très très maigre et que l'époque était plutôt au biscotto, avantageux. Enfin l'époque et le lieu, la campagne. Ce qu'on aimait c'était les beaux gars quoi, tu vois. Alors moi j'avais 2 handicaps très sérieux. Premièrement j'étais maigre comme un clou. Après ça m'a beaucoup servi enfin bon mais c'est une autre histoire, hélas, trop servi même et deuxièmement j'étais plus jeune. C'était des post-pubertaires un peu obsédés par leurs problèmes. Ce qu'on appelle aujourd'hui des problèmes. En fait ils n'avaient aucun problème. Ils auraient voulu baiser comme on baise aujourd'hui, c'est-à-dire tranquille, peinard, dans un pieu, avec toutes sortes de machins pour ne pas avoir d'enfants.
C'est ça qu'il aurait fallu. Ça aurait été une génération saine. Celle de maintenant n'entre pas bien dans la vie, contrairement à cette époque-là. Mais moi, là-dedans, j'étais au contraire un peu rétractée. Je m'épanouissais uniquement au contact des adultes, culturés. Donc, j'avais comme copains des gens plus âgés que moi, plus intelligents, etc. Mon père, de toute façon, cultivait beaucoup ce genre de relations avec des instits, des profs. Et puis, comme il était très bien avec le député, je suppose qu'il devait magouiller, mais je n'en suis pas sûre. Il devait magouiller sur les avancements, les machins, les trucs. Je n'ai jamais rien perçu de ça, mais ça me paraît probable. C'est-à-dire que quand on avait un problème, on allait le voir. Après, il téléphonait au député, « Tu ne peux pas faire ci, ça. » Je dis ça comme ça parce que ça ne m'intéressait pas, et d'ailleurs ça continue à ne pas m'intéresser. Mais je suppose que ces gens-là venaient le voir de temps en temps. Tout ça me plaçait dans une situation un peu à part. En plus, j'avais la langue bien pendue, et il n'aimait pas ça. Il redoutait surtout mes sarcasmes, la manière que j'avais de les tourner en ridicule. Enfin, il pensait vaguement que je les tournais en ridicule. Il ne m'aimait pas, physiquement parlant. Il me faisait bien sentir que je pouvais bien avoir la langue bien pendue, mais que si je prenais une bonne bourrade, j'allais valser à 10 mètres. Ça me rendait quand même un peu plus prudent. Il y a un prof qui m'avait surnommé « moustique », faisant allusion à la fois à ma maigreur et à ma malignité. De temps en temps, je me faisais quand même rembarrer sévère. J'emmerdais le monde, ça c'est sûr. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé d'être grand, costaud, baraqué pour foutre sur la gueule à tout le monde. Naturellement, ça n'est jamais arrivé. Mais j'aurais bien aimé, d'autant plus que mon père était le président du Boxing Club Montarjois, un ramassis d'ivrognes, de coureurs de putes. Le Boxing Club Montarjois, c'est un véritable chef-d'œuvre de ce qu'on imaginait d'œuvres sportives dans une petite ville de province. C'était en même temps une bonne œuvre parce qu'elle faisait, de gens qui auraient fini en tôle, des gens qui passaient leur temps sur le ring à se foutre sur la gueule et qui donc, finalement, avaient moins besoin de chercher la bagarre. De temps en temps, ils la cherchaient quand même. Ce Boxing Club Montarjois offrait une vue sur le monde assez particulière, justement, avec ses femmes en cheveux. Aux soirées du Boxing Club, on voyait des femmes en cheveux. Je ne peux pas dire des demi-mondaines parce que j'ai l'idée qu'il n'y avait pas de demi-monde à Montargis, mais il y avait des créatures un peu de ce genre. 2 jeunes voisins passent devant les fenêtres qui donnent sur le jardin sans s'étonner de nous voir l'intervieweur, et Henri embraye pendant le retournement de la cassette sur les jeunes de maintenant. Ces gars-là, ils te regardent et ils se disent « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» Et alors Valérie leur raconte je ne sais pas quoi d'ailleurs, des conneries, je suis sûre, mais ça ne les influence en rien. La seule chose qui pourrait les influencer, ce serait que je passe à la télé. Parce qu'ils le verraient tout de suite. Ils passent 5 heures par jour devant la télé, tous ces gens-là. Et tout notre problème, c'est d'empêcher Loulou d'en passer autant, parce que elle voit de la connerie royalement ouverte. À Montargis, les distractions étaient celles des jeunes gens de la bourgeoisie et puis en annexe, celles des gens qui travaillaient et qui avaient quand même quelques loisirs. C'était le vélo, la baignade. On allait au stade pour des jeux d'hiver. Et là, seul le biscotto permettait de plaire aux filles. Les gens qui plaisaient aux filles, c'étaient les gens bien baraqués. C'étaient des phénomènes comme dans les sociétés un peu plus primitives que la nôtre. Les filles étaient donc attirées par ça et pas par la situation, les perspectives. Évidemment, les filles, tout au moins les nôtres. Celles qui comptaient. Parce qu'il y avait les filles qui comptaient donc, dans notre petit monde, et qui étaient d'ailleurs beaucoup plus avancées que moi en matière sexuelle. C'est sûr. J'en suis absolument certain. J'en ai eu la révélation quelques années plus tard. Tout ça fut fort bien raconté par Raymond Queneau. Un rue d'hiver, livre que vous n'avez sans doute pas lu mais qui n'est pas mal. Un rue d'hiver, ça décrit très bien ce monde de gens moyens comme Queneau lui-même. Il est plus intelligent que les autres, mais ça ne change rien. Il court après une gonzesse qui aime bien les gros biscottos justement. Je suis revenu un petit peu en arrière, parce que Tchéla se passe avant-guerre. Alors moi, pour me venger des avanies que me causait mon absence totale de prestance physique, j'allais me baigner tout seul en emportant les pensées de Pascal. C'est pas mal les pensées de Pascal. Mais pour un ado un peu perturbé par le sexe. Non pas perturbé par le sexe,
perturbé par la sublimation justement. Car ce n'est pas tout à fait pareil. C'est une incapacité, de l'ordre d'une impuissance physique, à faire la liaison entre le sexe et la sublimation justement. Pourtant Freud était déjà là. On avait déjà la psychopathologie de la vie quotidienne, on avait déjà le rêve et son interprétation, on avait des tas de trucs. On avait tout sous la main. On les lisait d'ailleurs ces trucs. Je me souviens bien d'avoir lu Freud. Rien compris. Bien que Freud parle de choses tangibles. Mais je crois que quand on voyait le mot sexualité, on ne faisait pas vraiment la relation avec la chose. Il y a un truc là. On peut très bien tripoter des concepts pendant un temps considérable, sans imaginer une relation quelconque avec un référent. On ne regarde que le rapport des concepts entre eux. C'est un des aspects de ce que j'appellerais l'aliénation. Mais ce n'en est qu'un à côté, à mon avis. 3. Paris et ses intellectuels. Hegelien et stalinien. Lefebvre nous revenait avec un grade de capitaine et une fonction de chargé des émissions d'information à Radio Toulouse. J'étais membre du comité de libération du département du Loiret. Vous savez qu'il y avait des comités départementaux de libération, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. On n'avait pas eu de contact depuis 2 ans, mais ça ne changeait rien. J'étais toujours, ou plutôt j'allais devenir son fils spirituel. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.